Et si quelqu'un vous avait prévenu, 3 jours avant la pire tragédie de votre vie? Et si cette personne était impossible à exister? Et si, malgré tout cela, vous n'y croyez toujours pas? Avez-vous déjà perdu quelque chose de si important que vous avez remis en question toutes vos croyances? Vous êtes-vous déjà senti complètement seul, abandonné et désespéré, jusqu'à ce qu'un événement inexplicable se produise? Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire vraie de Margot Leclerc, une ingénieure en génie civil de 34 ans travaillant à Paris. Margot ne croit plus en Dieu depuis 15 ans. Pour elle, la science explique tout. La raison est la seule voie. Mais en octobre 2019, un événement lui est arrivé, qu'aucun scientifique, aucun médecin, aucune théorie ne pouvait expliquer. Une femme en robe bleue est apparue dans son appartement, et a prédit, avec des détails terrifiants, une catastrophe qui détruirait tout ce qu'elle aimait. Margot essaya de l'ignorer. Mais 3 jours plus tard, la prophétie se réalisa. C'est l'histoire d'avertissements que nous ne voulons pas entendre. De signes que nous ignorons. Et de comment, parfois, l'impossible nous surprend, même en fermant toutes les portes. Restez jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé après cette tragédie vous fera repenser tout ce que vous croyez sur les coïncidences. Et si, comme Margot, vous traversez une période difficile, vous vous sentez perdu ou sans réponse, ce message pourrait bien être ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Avant de commencer, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aidera à transmettre ce message d'espoir à davantage de personnes qui en ont besoin. C'est parti! Margot Leclerc grandit à Lyon dans une famille profondément catholique. Son père, Jean-Baptiste, était professeur d'histoire. Sa mère, Amélie, travaillait comme infirmière à l'hôpital Édouard Herriot. Tous les dimanches, sans exception, la famille se rendait à la messe à la basilique Notre-Dame de Fourvière. Margot chérissait ces moments. Elle se souvient d'allumer des bougies avec sa mère, de prier le rosaire avec sa grand-mère Simone, de chanter des cantiques avec son jeune frère, Théo. Son enfance était bâtie sur la foi. Dieu était réel. Présent. Tout près. Mais tout a changé quand elle avait 19 ans. C'était en juillet 2004. Margot était en 2e année d'ingénieur à l'école centrale de Lyon. Théo n'avait que 16 ans. Un garçon brillant, passionné de musique, qui rêvait d'entrer au conservatoire de Lyon. Un jeudi après-midi, Théo revenait d'un cours de violon à vélo. Un conducteur ivre a perdu le contrôle de la voiture. Théo n'avait aucune chance. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Amélie, la mère de Margot, était de garde cette nuit-là. Elle tenait la main de son fils au moment de son agonie. Margot était dans la salle d'attente lorsqu'elle a entendu le cri. Elle n'oubliera jamais ce son. Le cri d'une mère qui perd son enfant. Dans les jours qui suivirent, Margot pria. Elle supplia. Elle fit des promesses. Elle demanda un miracle. Mais Théo n'est pas revenu. Aux funérailles, dans la même basilique où elle avait chanté avec joie des années auparavant, Margot leva les yeux vers le crucifix au-dessus de l'autel. Et ne ressentit rien. Vide. Silence. Et si Dieu existe, pensa-t-elle, pourquoi a-t-il laissé cela arriver? Pourquoi n'a-t-il pas sauvé mon frère? Pourquoi laisse-t-il souffrir des gens bien? Elle ne trouva aucune réponse. Puis elle trouva la colère. Puis le vide. Et enfin, l'incrédulité. Margot s'éloigna de sa famille les années suivantes. Elle se consacra à fond à ses études. L'ingénierie avait du sens. Les chiffres ne mentent pas. Les calculs de structure ne trahissent pas ponts, bâtiments, routes, tout avait du sens. Tout était juste. Dieu? Ce n'était qu'un concept créé pour réconforter ceux qui ne pouvaient accepter la vérité. La vie est aléatoire, injuste et souvent cruelle. Margot a obtenu son diplôme avec mention. Elle s'est installée à Paris à 26 ans. Elle a décroché un poste prestigieux chez Bouygues Construction, une grande entreprise de génie civil. Sa mission consistait à concevoir des structures sûres, à calculer les risques et à prévoir les défaillances. Elle était douée dans ce qu'elle faisait. Très douée. Sa vie était prévisible, maîtrisée et rationnelle. Mais en octobre 2019, tout cela a changé. C'était le lundi 14 octobre 2019. Margot dirigeait un projet d'envergure,
la rénovation structurelle d'un bâtiment historique du 7e arrondissement de Paris, à proximité du musée Rodin. Le bâtiment avait plus de 150 ans. Il était magnifique de l'extérieur, mais à l'intérieur, il tombait en ruine. Des fissures dans les murs, des ferrures corrodées et des fondations compromises. Margot et son équipe ont eu 6 mois pour le rénover sans endommager sa façade historique. Le travail était intense. Margot passait 12, parfois 14 heures par jour sur le chantier. Elle rentrait épuisée, mangeait un morceau et s'effondrait au lit. Cette nuit-là, cependant, quelque chose de différent s'est produit. Il était 23h47 lorsque Margot arriva à son appartement du quartier Montparnasse. Un petit studio au 5e étage, sans ascenseur. Mur blanc, mobilier minimaliste, pas de photos de famille. Elle a pris une douche, s'est préparé du thé à la camomille et s'est assise sur le canapé avec son ordinateur portable pour revoir les calculs structurels du lendemain. C'est alors qu'elle l'a ressenti. Une présence. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être seul, même en sachant que vous l'êtes? Ce sentiment que quelqu'un vous observe, même en l'absence de personne? Margot leva les yeux de son ordinateur. Son appartement était silencieux. Elle regarda autour d'elle. Rien. Juste les ombres projetées par la lumière de la lampe. Je suis tellement fatiguée, pensa-t-elle. J'ai besoin de dormir. Mais ce sentiment ne disparut pas. Au contraire, il s'intensifia. Et puis, elle a vu. Dans le reflet de la fenêtre. Une silhouette. Une femme. Margot tourna brusquement la tête. Rien. Il n'y avait personne. Elle regarda à nouveau son reflet. La silhouette était toujours là. Une grande femme, vêtue de bleu, un voile lui couvrant une partie du visage. Le cœur de Margot se mit à battre plus vite. Elle se leva du canapé. Elle alla à la fenêtre. Elle toucha la vitre du bout des mains. Elle regarda dehors. Les rues de Paris étaient normales. Des voitures passaient, quelques passants, rien d'inhabituel. Mais lorsqu'elle regarda à nouveau son reflet, la femme était toujours là. Seulement, maintenant, elle était plus proche. Margot sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle se retourna vivement. Et cette fois, elle l'a vraiment vue. La femme se tenait à quelques mètres, au milieu de la pièce. Elle n'avait pas franchi la porte. Elle n'avait pas émis un bruit. Elle était simplement, là. Margot ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Cette femme ne ressemblait à rien de ce que Margot avait jamais vu. Ses yeux étaient profonds, emplis d'une tristesse ancestrale, mais aussi d'une tendresse indescriptible. Elle portait une cape bleue qui semblait briller faiblement, comme si une lumière venait de l'intérieur. « N'aie pas peur, Margot, dit la femme. » Sa voix était douce, mais elle emplissait l'appartement. Margot essaya de parler, mais les mots ne venaient pas. Elle était paralysée. Non pas par la peur, mais par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Du respect? De l'admiration? Une confusion totale? Qui es-tu? Réussit finalement à murmurer Margot. Tu sais qui je suis, répondit la femme. Tu me connaissais enfant. Tu priais pour moi. Tu m'aimais. Margot secoua la tête. Ce n'est pas réel. Tu n'es pas réel. Je fais une dépression nerveuse. C'est de l'épuisement. Du stress. Margot, l'interrompit la femme d'une voix plus sérieuse. Je suis venue te prévenir. Quelque chose de terrible va arriver. Tu dois m'écouter. Avertir? Avertir de quoi? La femme fit un pas en avant. Margot recula instinctivement, mais elle n'avait pas peur. Elle sentait un poids. Comme si la gravité avait augmenté dans la pièce. Dans 3 jours, dit la femme, le jeudi 17 octobre, à 14h32, le bâtiment sur lequel vous travaillez s'effondrera. La structure que vous avez calculée est correcte, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Quelque chose de caché dans les fondations. Une ancienne faille que personne n'a détectée. Margot resta bouche bée. Le bâtiment du musée Rodin? Impossible. J'ai tout vérifié. 3 fois.
Mon équipe est la meilleure de Paris. Il n'y a pas. Il y en a un, interrompit à nouveau la femme. Et quand il s'effondrera, cette personne mourront. Parmi elles, votre collègue, Sébastien. Le nom a frappé Margot comme un coup de poing dans l'estomac. Sébastien Moreau avait 29 ans. C'était un jeune ingénieur qui avait travaillé avec Margot pendant 2 ans. Il était drôle, dévoué, toujours souriant. Margot n'avait pas beaucoup d'amis, mais Sébastien, il avait le don de la faire se sentir moins seule. Non, dit Margot d'une voix tremblante. Non. Ça n'arrivera pas. Et même si c'était vrai, je ne croirais pas à une hallucination. Margot, dit la femme, et pour la première fois, Margot vit des larmes dans ses yeux. Je sais que tu es en colère. Je sais que tu m'en veux. Je sais que tu penses que je t'ai abandonné à la mort de Théo. En entendant le nom de son frère, Margot sentit une boule dans sa gorge. Mais je ne t'ai jamais abandonné, poursuivit la femme. J'étais là pour toi à chaque larme. À chaque nuit de douleur. J'ai tenu ta mère lorsqu'elle a voulu abandonner. Je t'ai guidé jusqu'où tu es aujourd'hui. Tu ne m'as pas vu, mais j'étais toujours là. Arrête, murmura Margot, les larmes finissant par s'échapper. Arrête de parler. Tu n'es pas réel. Je suis aussi réelle que la douleur que tu portes, répondit la femme. Et je suis là parce que je t'aime. Parce que tu as encore une raison d'être. Et parce que, tu peux encore sauver ces gens. Comment, hurla Margot. Comment suis-je censée sauver quelqu'un de quelque chose qui n'arrivera jamais? La femme s'approcha d'elle et, pour la première fois, lui toucha l'épaule. Margot sentit une chaleur envahir son corps. Ce n'était pas physique. C'était autre chose. Comme si chaque cellule de son corps avait été enlacée. Vérifiez les fondations de l'aile, dit la femme. Il y a une fissure cachée sous le 3e pilier. Elle a été recouverte lors d'une rénovation en 1887. Personne ne la connaît. Mais jeudi, sous le poids des nouvelles poutres que vous installez, elle va céder. Margot tremblait. Elle voulait croire qu'elle rêvait. Mais ce contact, cette voix, était trop réelle. Pourquoi me dis-tu ça, murmura Margot. La femme sourit, et dans ce sourire se trouvait toute la douleur et tout l'amour du monde. Parce que tu as encore le choix, dit-elle. Théo ne l'a pas fait. Mais Sébastien, oui. C'est cette personne, oui. Et toi, tu pourrais être l'instrument qui sauvera ses vies. Et puis, avant que Margot puisse répondre, la femme commença à disparaître. Littéralement. Son corps devint translucide, comme une brume illuminée. Attendez, hurla Margot. Attendez. Je ne comprends pas. Comment vais-je prouver ça? Comment vais-je convaincre qui que ce soit? La dernière chose que Margot entendit fut. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit, Margot. Il suffit d'agir. Et de faire confiance. Margot resta éveillée toute la nuit. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé. Une partie d'elle pensait avoir halluciné. Une autre, une petite mais persistante, se demandait, et si c'était vrai? Mardi matin, elle est arrivée sur le chantier à 6h30. Ses yeux étaient rouges de fatigue, mais son esprit était alerte. Elle se dirigea directement vers l'aile, vers le 3e pilier. « Que fais-tu ici si tôt ?» demanda Sébastien, apparaissant avec 2 cafés à la main. « Je t'en ai apporté un. On dirait que tu en as besoin. » Margot prit son café sans rien dire. Elle fixait le pilier. « Margot ? Tu vas bien ? » Et Sébastien, dit-elle lentement, quand avons-nous inspecté pour la dernière fois les fondations de cette aile? Il y a 3 semaines. Pourquoi? Avez-vous trouvé quelque chose d'anormal? Je ne sais pas, admit Margot. Mais je veux faire une autre inspection. Aujourd'hui. Sébastien fronça les sourcils. Margot, on est dans les temps. Si on s'arrête maintenant pour faire des inspections inutiles, on va prendre du retard. Le client n'appréciera pas. Je me fiche du client, dit Margot d'une voix plus forte qu'elle ne le souhaitait. Je veux inspecter. Tout de suite. Sébastien recula d'un pas, surpris. D'accord.
D'accord. Inspectons. Mais, qu'est-ce qui t'inquiète tant? Margot le regarda. Comment pouvait-elle expliquer? Comment pouvait-elle dire, une femme en bleu est arrivée chez moi et m'a dit que cet immeuble allait s'effondrer et que tu allais mourir? Elle ne pouvait pas. Elle serait renvoyée. On la prendrait pour une folle. Juste, une intuition, dit-elle finalement. Au cours des heures suivantes, Margot et une petite équipe ont inspecté chaque centimètre carré de l'aile. Ils ont utilisé des scanners à ultrasons, des caméras thermiques, des détecteurs de fissures. Tout. Mais ils n'ont rien trouvé. Margot, dit Sébastien vers 13h, il n'y a rien ici. Les fondations sont solides. Tu as besoin de te détendre. Margot voulait le croire. Mais la voix de cette femme ne quittait pas sa tête. Vérifiez les fondations de l'aile. Il y a une fissure cachée sous le 3e pilier. Attendez, dit soudain Margot. On a scanné la surface du pilier. Mais qu'en est-il en dessous? Et s'il y avait quelque chose d'enfoui? Quelque chose recouvert par des couches de vieux béton? Margot, cela nécessiterait un forage exploratoire. Nous n'avons pas l'autorisation pour cela. Et puis, pourquoi? Tous les tests indiquent que tout va bien. S'il te plaît, dit Margot d'une voix tremblante. Et Sébastien, s'il te plaît. Fais-moi confiance. Juste pour cette fois. Sébastien la regarda un long moment. Puis il soupira. D'accord. Je demanderai la permission à l'architecte en chef. Mais si on ne trouve rien, Margot, tu devras m'expliquer ce qui se passe. Margot hocha la tête. Il a fallu attendre mercredi matin pour obtenir le permis. Mercredi après-midi, ils ont finalement commencé les forages exploratoires sous le 3e pilier. Et puis, ils l'ont trouvé. La fissure se trouvait exactement là où la femme l'avait indiqué. Cachée sous 3 couches de béton ajoutées lors d'une rénovation en 1887, elle était invisible à tous les scanners de surface. Mais il y avait bien un défaut structurel majeur qui courait sur toute la longueur du pilier. Si ce pilier était soumis à une charge supplémentaire, il céderait. Et ce faisant, il emporterait toute l'aile du bâtiment avec lui. Sébastien pâlit. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Margot, comment le savais-tu » Margot ne répondit pas. Elle fixait la fissure en tremblant. Si les nouvelles poutres avaient été installées jeudi, comme prévu, le bâtiment se serait effondré. À 14h32 précise. Comme l'avait annoncé la femme. Cette personne travaillait dans cette aile à ce moment-là, dont Sébastien. Margot, répéta Sébastien. Comment le savais-tu? Elle le regarda enfin, les larmes coulant sur son visage. Quelqu'un m'a prévenu, dit-elle. Le projet a été immédiatement arrêté. La fissure a été réparée. Cela a pris 3 semaines. Personne n'a perdu la vie. Aucune tragédie n'a eu lieu. Margot a été félicitée pour son assiduité. Son patron l'a qualifiée d'héroïne. Sébastien a déclaré qu'elle lui avait sauvé la vie. Mais Margot ne se sentait pas héroïne. Elle se sentait, confuse. Secouée. Transformée. Pendant des semaines, elle n'arrêtait pas de penser à cette nuit-là. À cette femme. À cette impossible prophétie devenue réalité. Elle essaya de rationaliser. Peut-être était-ce une coïncidence. Peut-être avait-elle inconsciemment remarqué quelque chose d'anormal lors d'une précédente inspection. Peut-être son cerveau avait-il créé cette apparition comme un avertissement. Mais plus elle y pensait, moins cela avait de sens. Comment votre subconscient aurait-il pu savoir qu'une fissure s'était formée sous 3 couches de béton datant de 1887? Comment aurait-il pu connaître la date et l'heure exacte de l'effondrement? Comment aurait-il pu savoir combien de personnes allaient mourir? Non, ce n'était pas votre subconscient. C'était autre chose. Un soir de novembre, Margot fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis 15 ans, elle entra dans une église. Ce n'était pas la basilique de son enfance. C'était l'église Saint-Sulpice, près de son appartement. Margot entra avec hésitation, comme si elle pénétrait dans un lieu interdit. L'église était presque vide, à l'exception d'une femme âgée qui priait dans un coin et d'un prêtre qui disposait des livres sur l'autel. Margot était assise sur le dernier banc.
Elle leva les yeux vers l'image de Marie au-dessus de l'autel. La même robe bleue. Le même regard serein. « Pourquoi moi ?» murmura Margot. « Pourquoi es-tu venue me voir ? Je ne te crois pas. Je t'ai abandonné. Je t'en ai voulu pour Théo. Pourquoi m'as-tu sauvée ? Pourquoi as-tu sauvé Sébastien ? » Elle n'attendait pas de réponse. Et elle n'en reçut aucune. Seul le silence de l'église. Mais alors, quelque chose d'étrange s'est produit. Margot ressentit à nouveau cette chaleur. La même qu'elle avait ressentie lorsque la femme lui avait touché l'épaule. Et elle entendit, non pas avec ses oreilles, mais avec son cœur. Parce que tu es toujours ma fille. Et je n'abandonne jamais mes enfants. Margot se mit à pleurer. Elle pleurait pour Théo. Elle pleurait pour toutes ces années de colère. Elle pleurait pour la foi qu'elle avait perdue. Et elle pleurait pour la foi qu'elle commençait peut-être à retrouver. Elle ne comprenait pas tout à ce moment-là. Elle doutait encore. Elle se posait encore des questions. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle a compris que foi et raison n'étaient pas ennemies. Que Dieu et la science pouvaient coexister. Que les miracles surviennent parfois précisément à ceux qui ont le plus besoin de croire à nouveau. Margot ne revit plus jamais la femme en bleu. Mais elle sentit sa présence. Par de brefs instants. Par d'impossibles coïncidences. Par des signes subtils. Elle a recommencé à rendre visite à sa famille à Lyon. Pour la première fois depuis des années, elle a serré sa mère dans ses bras et lui a dit « Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée pour tout. » Amélie pleurait dans les bras de sa fille. « Margot, tu n'as rien à te reprocher. Tu souffrais. Mais je n'ai jamais cessé de prier pour toi. Jamais. » « Je sais, maman, » dit Margot. « Je sais. » Margot s'est également rendue sur la tombe de Théo. Elle y a déposé des fleurs. Et pour la première fois depuis les funérailles, elle lui a parlé. « Théo, je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas si tu m'entends. Mais, je l'espère. J'espère que tu es en paix. Et j'espère que, un jour, je te reverrai. » La vie de Margot n'était pas parfaite après cela. Elle n'était pas devenue une catholique fervente qui allait à la messe tous les dimanches. Elle doutait encore. Elle se questionnait encore. Elle peinait encore à comprendre. Mais elle a appris quelque chose d'important. Qu'il est possible de douter et de croire en même temps. Qu'il est possible de questionner Dieu sans le renier. Que la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à faire confiance même en l'absence de réponse. Et parfois, Dieu nous envoie des avertissements. Non pas pour nous effrayer. Mais pour nous préparer. Pour nous sauver. Pour nous rappeler que même au cœur de la douleur, nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, en 2025, Margot travaille toujours comme ingénieure des ponts et chaussées à Paris. Le bâtiment adjacent au musée Rodin a été achevé avec succès. Sébastien travaille toujours avec elle. Ils sont devenus de grands amis. Elle détient un secret que peu de gens connaissent. Un secret sur une nuit impossible et une prophétie qui a sauvé cette vie. De temps en temps, lorsqu'elle est seule, Margot lève les yeux vers le ciel et murmure « Merci ». Et de temps en temps, elle jure ressentir à nouveau cette chaleur. Ce doux contact. Cette présence qui dit « Je suis là. J'ai toujours été là ». L'histoire de Margot nous fait réfléchir à quelque chose de profond, écoutons-nous les avertissements ? Marie, tout au long de l'histoire, est apparue en divers lieux du monde, Fatima, Lourdes, Guadeloupe, Medjugorje. Et à chaque apparition, elle apportait des messages, des avertissements, des prophéties. Certains y croient. D'autres non. Mais une chose est indéniable, ces messages portent toujours sur le même thème central, conversion, prière, préparation. Margot n'avait rien d'exceptionnel. Ce n'était pas une sainte. C'était une femme ordinaire qui avait perdu la foi. Mais peut-être, c'est précisément pour cela que Maria l'a choisie. Parce que Dieu ne nous abandonne pas, même lorsque nous l'abandonnons. Parce que la miséricorde ne connaît pas de limite. Et parce que parfois un avertissement n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction déguisée. Aujourd'hui, je veux vous poser une question personnelle et je veux que vous y réfléchissiez honnêtement. Écoutez-vous les avertissements de la vie ?
Combien de fois avez-vous ignoré cette voix intérieure qui vous disait de changer de voie? Combien de fois avez-vous fermé les yeux sur les signes? Marie ne prévoit pas les tragédies pour nous effrayer. Elle les prévoit pour nous préparer. Pour nous donner une chance de changer. De choisir différemment. Pour sauver non seulement nos vies, mais aussi nos âmes. Et peut-être que vous regardez cette vidéo aujourd'hui parce qu'elle est votre avertissement. Non pas d'une catastrophe physique. Mais de quelque chose de plus profond. Un avertissement pour regarder en soi. Pour se réconcilier. Pour pardonner. Pour croire à nouveau. Margot n'a pas eu toutes les réponses ce soir-là. Mais elle a eu la seule qui comptait, tu n'es pas seule. Et toi non plus. Je vous invite donc à laisser un commentaire ci-dessous pour partager votre réflexion. Avez-vous déjà vécu quelque chose d'inexplicable? Avez-vous déjà eu l'impression de recevoir un avertissement, un signe, une protection invisible? Et si ce message vous a touché, aimez-le et abonnez-vous à la chaîne. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Car des messages comme celui-ci doivent toucher davantage de personnes. Ceux qui sont perdus. Ceux qui souffrent. Ceux qui, comme Margot, ont besoin de savoir qu'il y a encore de l'espoir. Marie ne peut pas empêcher tous les avenirs. Mais elle nous y prépare toujours. Et surtout, elle nous rappelle qu'au cœur de la tempête, nous ne sommes jamais seuls. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Que votre vie soit bénie. Et n'ignorez jamais les avertissements que l'amour met sur votre chemin. Jusqu'à la prochaine histoire.